On y va? On est parti? Alors, on est parti. Alors, donc, 42K.io, donc c'est le référentiel européen dédié à la cybersécurité. Et ce référentiel, en fait, c'est parti d'une problématique de RSSI. Ah, pourquoi ça ne veut pas marcher? Je voudrais passer à la slide suivante, mais visiblement, ça ne veut pas. C'est là qu'on s'aperçoit que voilà. Parfois on est dépendant de la technologie. Merci beaucoup. Quand même, une petite animation. Voilà. Alors donc l'idée en fait au départ c'était de mettre des RSSI ensemble pour se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir en fait choisir des solutions cyber. Et très rapidement en fait la question de la souveraineté est apparue. Et alors évidemment la souveraineté c'est un concept en fait d'État et pas un concept d'entreprise. Sauf que à la fin, c'est quand même en grande partie les entreprises qui vont assumer des risques qui peuvent liés à ces histoires de souveraineté. Et donc, comment faire des choix là-dedans? C'est quelque chose qui est assez compliqué quand on est RSSI. Et surtout, en fait, les solutions cyber, finalement, elles sont au cœur de tous nos systèmes. Elles sont sur tous nos ordinateurs, sur tous nos serveurs. Et ces solutions cyber, elles ont accès à absolument toutes les données. Et quand on réfléchit à justement ce qui se passe, par exemple, aux lois extraterritoriales ou ce genre de choses, ça veut dire qu'en fait, ces États-là ont accès en fait à des données qu'ils ne sont pas censés avoir. Voilà. De manière très très simple, voici le résumé. Et donc, à partir de ce constat, on a Benoît Moreau qui s'est dit, on va essayer de trouver une solution opérationnelle pour essayer de faire du tri là-dedans. Et donc, voilà comment en fait ce groupe de travail a été créé. Et c'est vraiment une histoire de collaborative. C'est-à-dire qu'on a mis autour de la table plein de RSSI, puis ensuite des consultants, puis ensuite aussi des vendeurs pour pouvoir créer en fait cette plateforme 42K.io. Alors je vais laisser un petit mot à Benoît qui n'est pas ici mais qui est à Kourou. Tout d'abord, désolé de ne pas pouvoir être là pour participer à ces échanges. Merci Stéphane de me donner quand même l'opportunité de participer en asynchrone. On installe des solutions de sécurité pour se protéger de menaces. Ces solutions sont très intrusives et c'est normal pour qu'elles aient une capacité de détection et de réaction un peu profonde. Mais finalement, quel niveau de confiance dans ces solutions? Cette réflexion, on n'est pas la seule à l'avoir. Par exemple, il y a une réglementation américaine qui dit dans certaines chaînes de production de produits sensibles, il est interdit d'avoir des antivirus d'une marque russe particulière. Okay. Donc il y a bien quelque part une notion de confiance dans les solutions de sécurité. Et après, on a commencé à discuter, on a dit ok, mais la confiance, elle est basée sur quoi? On parle même pas de confiance technique. Là, il y a les CSPN, il y a tout ce qui est qualif, certif de l'ANSSI. On parle vraiment, mais quelle confiance on a dans la solution, sans aller jusqu'à des éléments d'un tiers. Et là, on s'est dit, il y a la nationalité de l'entreprise. Et puis derrière, peut-être la nationalité des capitaux. Les réglementations ou les lois qui s'imposent à cette solution. Et donc, on a commencé à avoir une liste de référentiels
Puis on s'est dit, mais dans certains cas, un pays peut être menaçant dans un cadre, en fonction du sujet traité par l'entreprise, mais pas dans d'autres. Donc il faut que les critères soient optionnels. Et donc on a commencé à réfléchir, à avoir une liste de critères plus ou moins optionnels. Et on s'est dit, ouais, c'est bien, ça va devenir compliqué, il faut qu'on l'outille, il faut qu'on la formalise. Et c'est là où a commencé à germer l'idée, animée par Stéphane, par 42K, en disant, ok, comment on l'outille? Comment est-ce qu'on en fait en plus une capacité pour les éditeurs qui sont de confiance d'expliciter, ou les partenaires, mais d'expliciter leur confiance et que ça en fasse aussi un différenciant commercial. Voilà. Et je vous souhaite un très bon FIC. Merci. Merci Benoît. Alors, en fait, on a essayé de mesurer 3 types de risques. Des risques, en fait, techniques. Alors là, c'est le petit slide d'Uclusif sur les attaques sur les solutions cyber des derniers mois. Des risques liés à la dépendance. Dans quelle mesure, en fait, on va être contraint de rester dans cette solution. Et des risques géopolitiques. Donc, en fait, compte tenu du contexte actuel, j'ai même plus besoin de présenter ce dernier aspect. Et peut-être que, voilà, Arnaud, si vous voulez nous dire juste 2 mots sur les risques géopolitiques. Oui, mais juste 2 mots, parce que l'actualité le fait toute seule. Voilà, donc moi, je suis l'amiral Coutillière, donc je suis président du pôle d'excellence cyber, une association extrêmement proche du ministère des Armées, dont nos membres sont tous français. Quand on dit français, c'est capitaux français. C'est donné sous législation française. Voilà, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est effectivement la souveraineté. On en parle depuis 2018, car grâce à d'excellents rapports parlementaires qui ont dû être faits en 2018 sur la souveraineté numérique par les parlementaires qui sont présents devant moi. Là. Mais c'était vu comme étant plutôt une guerre commerciale, avec une préoccupation sur l'endroit où sont nos données, à qui on donne les données des citoyens français. Quand on donne ces données dans une mutuelle, dans un truc, c'est pas pour qu'elles les mettent sous le cadre juridique américain dans la foulée. Donc ça a commencé à être pris. Et puis là, aujourd'hui, triple fracture avec l'arrivée et l'élection de M. Trump. Une fracture dans la méthode. Vous voyez tout ce qui se passe avec les droits de douane. Une violence surprenante. Mais on est toujours dans la même lignée. L'administration précédente était à peu près identique. Par contre, la fracture nouvelle, c'est que les GAFA ont fait un 180 degrés et se détournent de l'Europe et ont décidé que l'Europe devait et allait payer. Là, ça pose des difficultés. Puis, troisième fracture, c'est le changement de toutes les relations internationales. La Russie est devenue un pays fréquentable. Les États-Unis se retournent de l'Europe, même en menaçant les frontières, comme le Groenland, comme d'autres endroits. Et c'est pas l'Europe qui tourne le dos aux États-Unis, c'est les États-Unis qui, depuis une dizaine d'années, avec une montée d'une idéologie libertaire de droite, libertaire technologique et très conservatrice de droite, tourne le dos à l'Europe et va essayer de mettre l'Europe à contribution pour payer. Et aujourd'hui, vous regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis il y a en gros un mois. C'est la mainmise d'Elon Musk et du Doge sur l'ensemble des données des citoyens américains en évacuant les fonctionnaires, en évacuant les systèmes d'information classiques et capter toutes ces données pour qu'elles servent aux GAFA, plutôt à Elon Musk. Donc cette donne est une rupture pour moi extrêmement forte dans toute la relation qu'on doit avoir à partir du moment où on peut acheter la technologie américaine. Je crois que c'est pas un sujet. La technologie, on l'impacte, on met du chiffre, on l'utilise. Par contre, le danger, c'est les données et les algorithmes. Donc c'est tout ce qui pose sur l'IA. Voilà. Donc c'est ce sujet qui est sur la table. Moi aujourd'hui je suis très content. Je ne suis plus DSI parce que je pense que les DSI de grands groupes et de TI ont un sacré problème devant eux à résoudre. Expliquer à leurs COMEX on va falloir choisir pour avoir par endroit des systèmes d'information moins performants, par contre beaucoup plus régaliens. Et puis il faut rester performant parce que le time to market est important. Donc dans d'autres endroits, rester plus ouvert. Donc une architecture de SI qui ne va plus être le problème du DSI, mais qui va être le problème du COMEX. Donc c'est ce qu'ils ont devant eux. Mais je pense que les DSI aujourd'hui ont un pouvoir parce que c'est eux qui signent les contrats. C'est pas l'État qui signe les contrats quand vous êtes dans la DSI d'une grande boîte ou même dans des ministères. C'est vous qui faites les choix techniques. Donc c'est les DSI qui sont pour moi au cœur de cette mutation qui est importante. Voilà, donc, et je pense que 42 Caillots qu'on accompagne depuis maintenant quasiment 2 ans, les premières fois que le PEC s'est mobilisé pour proposer, voilà, est totalement dans cette mouvement.
Et je pense que là aussi, Tariq Krim va présenter une initiative à midi sur le stand Bretagne. Pareil, je pense que pour moi, c'est surtout à la société civile de se lever et de regarder quels sont les intérêts, parce que c'est là où les pouvoirs résident. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et exactement, parce que c'est tout à fait en fait dans cette idée-là que 42K a été créé, et donc de trouver des outils opérationnels en fait pour pouvoir gérer ces éléments. Et donc concrètement, ça ressemble à quoi 42K? En fait, c'est des listes, en fait une liste de questions qui permettent en fait d'avoir des informations détaillées sur les vendeurs. Chaque vendeur en fait peut mettre ses solutions quelle que soit son origine géographique, mais ensuite on va avoir en fait un détail précis de l'ensemble des informations concernant cette solution. Donc des informations qui vont permettre justement de mesurer à la fois les risques technologiques. Donc ça c'est est-ce qu'il y a des politiques de sécurité, est-ce qu'elles couvrent tel et tel aspect, est-ce que vous êtes certifié par l'ANSSI, est-ce que voilà. Donc ça ne vient pas pour remplacer des outils existants, au contraire ça vient c'est là pour centraliser en fait toute l'information. Et puis donc des informations plus que sur d'autres risques qui ne sont pas généralement couverts par les référentiels type ANSSI, justement des choses sur le locking, dans quelle mesure on va pouvoir changer facilement de solution, et puis surtout donc des éléments géopolitiques, donc en particulier donc sur l'actionnariat, sur les lieux où sont les salariés, sur par exemple les langues du support, sur les lieux de R&D et ce genre de choses. Et donc, le grand intérêt aussi de la plateforme, c'est que c'est une plateforme qui est à la fois positive pour les donneurs d'ordre, mais aussi pour les vendeurs. Donc pour les donneurs d'ordre, en fait, ça va permettre de choisir et de simplifier en fait la recherche des solutions. Ça va permettre en fait d'augmenter aussi la réflexion sur l'autonomie stratégique, parce que finalement, quand on s'interroge sur ces questions, souvent on pense à un morceau de l'iceberg et pas forcément à tout. Là, on a 150 questions qui nous permettent en fait de trouver les bons critères. Parce que finalement, c'est ça aussi le point très important qu'il y a dans ce référentiel versus les systèmes de notation. L'idée ici, c'est pas de faire une note. On n'est pas là pour dire cette solution-là, elle est bien ou pas bien. On est là pour faire augmenter la réflexion sur ce sujet-là et pour pouvoir faire les bons choix. Et par exemple, quand on prend le cas du Nutri-Score, quand on voit un produit classé D ou E, nous, en tant que consommateurs, on ne sait pas vraiment pourquoi. Une huile, par exemple, elle sera toujours E. Pour autant, il y a plein de sortes d'huiles différentes. Et quand on a besoin de choisir une huile, le Nutri-Score ne va pas nous être utile. Là, voilà, on a cette liste de critères et on va pouvoir, en fait, nous, aller piocher dans ces critères, les critères qui sont importants par rapport à ce projet. Et puis pour les vendeurs, c'est aussi en fait une façon de prouver la transparence dont ils sont prêts à faire preuve. Et puis c'est aussi un moyen pour eux de conquérir de nouveaux marchés, et en particulier pour les sociétés européennes. Ça peut être enfin un outil qui permette de sortir aussi des outils, on va dire, classiques que sont le Gartner ou ce genre de choses. Voilà. Ah, j'ai à nouveau plus de... Voilà. Donc l'idée aussi, c'est que cette offre, en fait, elle soit accessible au plus grand nombre, et de vous parler juste du nombre de solutions qui sont aujourd'hui référencées. Oui, on en est même à 180. Le slide bouge chaque jour. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 180 solutions dans le référentiel, en particulier grâce justement aux gens d'InCyber. Alors, je ne sais pas, oui, on a Clémence, voilà, qui est là. Le partenariat avec InCyber a permis aussi à plein de sociétés de s'inscrire dans le référentiel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce référentiel, c'est clairement le plus gros référentiel en termes de solutions à l'échelle européenne. Alors, j'espérais que Vasco Gomez soit là pour faire un rapide petit tour de la plateforme. Mais visiblement, il a dû se retrouver coincé. Alors, Vasco, c'est le Head of Cyber Security de Eviden.
qui a lui aussi fortement contribué à ce projet. Alors je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ressemble en fait très rapidement la plateforme. Donc quand vous vous connectez, en fait, vous allez pouvoir choisir en fait un type de solution. Voilà, hop là, oh là, j'ai été trop vite là maintenant. Alors attendez, j'essaie de revenir. Voilà, donc quand vous choisissez, en fait, vous avez un ensemble de solutions qui apparaissent qui sont liées en fait à la catégorie que vous avez choisie. Et puis ensuite, alors vous avez plusieurs types d'offres. On va dire ceux qui ont rempli toutes les fiches, qui sont les violets là. Et puis les grisés, c'est ceux qui sont en mode discovery, donc qui n'ont rempli qu'un set limité de réponses. Et donc, ceux qui sont en violet ont rempli les 150 questions, voilà, grosso modo. Et donc, j'essaye de passer à la suite. Ah, j'ai du mal, hein. Voilà. Donc, quand on clique sur une des solutions, en fait, on va retrouver en fait toutes les infos sur la solution et voyez à quoi ça ressemble. En fait, vous allez avoir Ah, voilà. C'est pas très fluide. Je râle comme ça, c'est bien. Il y a un peu de monde sur le réseau en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est ça, voilà. Alors, j'essaye de passer à la suite, mais voilà, bon, c'est l'effet démo. Hein. Même quand on fait des slides, visiblement, il y a quand même un effet démo. Donc, mais vous allez pouvoir retrouver, je vous garantis, là-dedans, les 150 réponses, en fait, aux différentes questions. Voilà. Et donc, pouvoir ainsi, en fait, faire vos choix et mettre en favori vos... C'est ça que je voulais essayer de vous montrer, mais... Toujours pas. Voilà. Alors, on avait juste avant, on avait par exemple la répartition capitalistique. Bon, il veut pas. Hein. Alors, c'est pas grave, je repasse. Voilà. Mettre en favori vos solutions et pouvoir les retrouver facilement la fois d'après. Voilà. Donc, 180. J'ai du mal. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. Ah, bah voilà. On avait l'amiral qui a bien voulu venir dire lui-même ce qu'il pensait. Je crois que pour moi, j'ai à peu près fini. Est-ce que je te laisse passer la parole? Oui, merci Stéphane. Donc, pour conclure la présentation... Alors, attendez, on va laisser passer... Voilà, oui, ok. Pour conclure la présentation et avant de faire la photo avec nos honorables députés qui nous ont fait l'honneur de venir à notre rencontre, sur le déploiement de 42K au niveau national, nous sommes honorés de pouvoir officialiser à 16h30 avec Marc Stulzmann, conseiller régional de la région Occitanie en charge de la cybersécurité et de l'IA, le partenariat avec l'écosystème numérique de la Mêlée. C'est une étape importante pour 42K. La Mêlée, c'est 750 entreprises en Occitanie. C'est l'organisme qui regroupe le plus d'entreprises en Occitanie. Et une info sur notre déploiement international, c'est le référentiel européen. Et donc, nous avons rencontré pour la première fois hier l'EXO. Alors, l'EXO, c'est le European Cyber Security Organization, qui est le partenaire privilégié de la Commission européenne pour faire des partenariats publics-privés autour de la cybersécurité et pour mettre en place un écosystème compétitif de solutions de cybersécurité de confiance. Donc, nous les avons rencontrés hier, M. Luigi Rebuffi, le secrétaire général, pour qu'on ait un partenariat qui nous permette de déployer 42K sur toute l'Europe grâce à cet organisme privilégié de la Commission européenne. On peut les applaudir bien fort, moi je pense oui, déjà, merci parce beaucoup. Que c'était un... Et puis j'invite tous les partenaires aussi de 42K qui... Avant peut-être, on va demander s'il y a peut-être des questions dans la salle avant de faire venir tout le monde. Voulez. Bien sûr. Est-ce que certains d'entre vous... Monsieur, alors attendez, je vais me déplacer. Tac, tac, tac. Ok. Bonjour, merci pour cette initiative. J'avais une question, quels sont les coûts pour les donneurs d'ordre ou les éditeurs de sécurité pour accéder à la plateforme? Oui, alors donc il y a, grâce à InCyber, là il y a une offre qui est gratuite pour les exposants encore pour quelques jours, enfin heures, on va dire. Et puis sinon, donc il y a 3 niveaux d'offres, un niveau pour les startups, un niveau pour business et un niveau pour les très grosses entreprises. Et pour vous donner une idée, c'est 1 500 € pour les startups et 3 000 € pour les... Voilà. Et ensuite, quand vous êtes membre du PEC, vous avez le droit aussi à une petite réduction ou aussi de la CN ou Exatros. C'est 1 500 € ad vitam? Non, par an. Je vous en prie. Et pour les donneurs d'ordre?
Et pour les donneurs d'ordre, voilà. C'est vrai que je vous ai pas expliqué ça, donc c'est entièrement gratuit si vous acceptez de communiquer vos données aux entreprises que vous consultez. Et sinon, en fait, c'est 120 € par an si vous voulez rester anonyme. En fait, vous faites payer l'anonymat. Tout à fait. Sinon, bah, au moins les choses sont très claires. Hein. Soit vous ne payez pas et vous êtes le produit. Soit vous n'êtes pas le produit. D'habitude, on le fait, mais on le dit pas. Mais oui, mais nous, voilà. C'est la transparence. C'est ça la transparence, exactement. Avez-vous d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous prévoyez de diversifier sur aussi les fournisseurs de services, de sécurité et autres, et c'est déjà les le cas. modèles LLM, intelligence artificielle, savoir d'où il vient, comment ouais, ils ont été exactement. Il y a 3 questions au sujet de l'IA dans les 150 qui sont déjà présentes. Et ça couvre effectivement à la fois les produits et services cyber. Et comment dire, le set de questions n'est absolument pas figé, c'est-à-dire que il est prévu qu'il évolue et pour les vendeurs, il y a tout un système qui leur permet de tout de suite visualiser en fait les questions qui ont été mises à jour pour qu'ils puissent avoir toujours leurs infos en fait à jour. Et puis ce que je vous ai pas expliqué aussi, c'est qu'en tant que vendeur, vous allez pouvoir communiquer un lien qui permet d'accéder directement en fait à votre solution. Ouais, super. Bah, c'est ça pour dire que voilà, la solution est en ligne et que vous pouvez donc aller sur 42k.io voir donc les 180 solutions disponibles. Merci à vous tous pour votre présence et à très bientôt. Donc, et encore merci aux gens d'InCyber pour l'énorme effort de promotion de notre plateforme. Merci encore.